Bonjour à tous, mes chers copains des foins. On se retrouve pour la deuxième partie d'HDP sur Charles de Gaulle. Alors on s'installe confortablement sur le sofa, on pose la bière, le café ou le thé à la menthe et c'est parti. 1946. La Seconde Guerre mondiale est terminée, la France est libérée, mais commence une période de flottement en France. Le général prend alors la parole à Bayeux le 16 juin 1946. Dans notre Normandie, glorieuse et mutilée du Parlement ainsi composé de deux chambres, il est clair que ne peut pas et ne doit pas procéder le pouvoir exécutif sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs qui aurait pour résultat que le gouvernement de la France ne serait bientôt plus qu'un assemblage de délégations. Si le pouvoir exécutif procédait de l'autre pouvoir auquel il doit faire équilibre, et si chaque membre du gouvernement n'était à son poste que le mandataire d'un parti. C'est donc du chef de l'État, élu par un collège électoral qui englobe le Parlement, mais qui le dépasse largement de manière à en faire le président de l'Union française, en même temps que celui de la République. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. À lui, la charge d'accorder les nécessités générales concernant le choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. À lui, la mission de nommer les ministres. Et d'abord, naturellement, le premier qui a la charge, lui, de diriger l'action, la politique et le travail du gouvernement. Dans son discours, il expose un véritable projet constitutionnel. Mais El Charlot, il n'est pas écouté, puisqu'en octobre, les électeurs approuvent un texte qui devient la constitution de la 4e République et qui donne un poids important au pouvoir législatif. Qu'est-ce que c'est le pouvoir législatif ? En gros, c'est le pouvoir des gens qui votent et qui édictent des lois. Dès lors, De Gaulle entre dans l'opposition. En 1947, il lance un mouvement, le Rassemblement du peuple français, qui compte rapidement de très nombreuses adhésions. Ce nom de parti vous dit peut-être rien, mais il deviendra ensuite le RPR, puis l'UMP, et pour finir, le nom que l'on connaît actuellement, LR, les Républicains. En gros, c'est le parti de la droite que l'on connaît actuellement. Son but est de lutter contre le poids excessif des partis et de favoriser une réforme constitutionnelle. Malgré ses premiers succès électoraux, le RPF connaît un déclin lors des scrutins suivants. Quelle indignité, c'est une honte. De Gaulle décide alors de le mettre progressivement en sommeil à partir de 1953. Là commence alors pour plusieurs années ce que l'on appelle la traversée du désert. De Gaulle rentre à la Casa à colomber les deux églises. Il écrit ses mémoires, voyage un petit peu, profite un petit peu de sa famille, il joue à la pétanque, au mulky, même si ça n'existait sûrement pas à l'époque. Mais il se fait plaisir, il s'amuse, le pépère. Sa vie publique est nettement ralentie, mais il reste attentif aux événements. Le gars, il lit les journaux tous les jours, il s'informe de tout, il connaît tout le gars. La 4e République dérive vers une crise grave à cause de son instabilité ministérielle. C'est compliqué, parce qu'à l'époque, on change plus de gouvernement que l'on change de slip, c'est pour vous dire. 24 gouvernements se sont succédés pendant la 4e République. Il faut absolument un régime plus stable. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Certains responsables politiques en viennent à souhaiter le retour du général. Excusez-moi, il l'avait pas dit le général ? Il avait pas dit que la 4e République c'était de la grosse daube, Il avait pas dit qu'il fallait équilibrer le régime législatif et le régime exécutif ? Il l'avait pas dit à Bayeux en 1946 ? Si. Voilà. Sauf qu'on n'écoute pas les gens. On n'écoute pas maintenant. Faut tout le temps aller dans la rapidité. Excusez-moi, je m'énerve, mais... Merde, il l'avait dit, quoi. Bon, continuons. De plus, la guerre d'Algérie éclate le 1er novembre 1954. C'est un bordel là-dedans. Le 29 mai 1958,
le président de la République, ce bon vieux René Coty. C'est notre Raïs à nous, c'est monsieur René Coty, un grand homme. Il marquera l'histoire. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. C'est donc ton ami, ce sera ton porte-bonheur. Fait appel au Maradona français pour sortir la patrie de ce mauvais pas. Je parle bien sûr du général. Le 1er juin, De Gaulle devient ainsi le dernier président du Conseil de la 4e République. Il reçoit de la part des députés les pleins pouvoirs et œuvre pendant l'été 58 à la rédaction d'une nouvelle constitution qui s'avère très proche des propositions avancées à Bayeux. Il veut un exécutif fort. Les Français approuvent cette constitution par référendum le 28 septembre 58 avec 79,2% de oui. Oh bah c'est exceptionnel, c'est un score qu'on ne reverra plus, hein. Oh, il est fort le Charlot. L'Empire approuve également, sauf la Guinée, qui devient ainsi le premier État d'Afrique à obtenir son indépendance. Le 21 novembre 1958, Charles de Gaulle est élu président de la République française au suffrage universel indirect. Voilà, il est au pouvoir le Charlot, il rentre dans le vif du sujet avec la tâche la plus importante, la plus urgente qui concerne l'Algérie. De Gaulle multiplie les voyages et se dirige vers la solution de l'indépendance en 1959. Il propose l'autodétermination aux Algériens et organise en 61 un référendum sur ce thème. 75% des Français disent oui à l'autodétermination de l'Algérie. Mais au fait, c'est quoi l'autodétermination ? L'autodétermination est l'action, pour un peuple, de prendre en main son propre destin, c'est-à-dire de choisir librement son statut international et son organisation politique et administrative. Eh bien, merci madame. C'est un soutien massif pour le chef de l'État et un revers pour les partisans de l'Algérie française qui multiplient les attentats et tentent même un putsch à Alger en avril 61. Les négociations entre Français et Algériens finissent par aboutir aux accords d'Évian signés le 22 mars 62. Ces accords ne vont pas faire l'unanimité, car forcément, les pro-Algérie française sont bien présents. Mais le général serait-il en danger ? 22 août 1962, 19h30. Le général se dirige dans sa belle auto vers l'aéroport de la charmante petite ville de Villacoublay, avec sa femme, son gendre, son chauffeur. La voiture traverse la ville de Clamart quand tout à coup, sa voiture est soudainement criblée de balles par une embuscade soigneusement organisée. 150 balles sont tirées, 14 ont touché le véhicule. Heureusement, d'où Jésus ! Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Ah bah, c'est pour la sinécure la vie de président. L'année 62 marque un véritable tournant. Le général propose l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Cette réforme suscite une vive opposition, mais le référendum sur la révision constitutionnelle, avec 62,2% de oui, est un énorme succès. Vis-à-vis de l'étranger, ensuite, De Gaulle entend mener une position d'indépendance nationale, en dotant la France de ses propres moyens de défense. La première bombe atomique française éclate à Reagan, au Sahara, en février 1960. De Gaulle refuse la tutelle des États-Unis. Ah bah oui, les ricains lui courent un petit peu sur le haricot. Oui, les maîtres du monde. Ah bah de toute façon, c'est nous les meilleurs. Oui, les gamineries, c'est pas pour lui. Le général, il veut l'indépendance de la France. Dans le même temps, la France entre dans la Communauté économique européenne, CEE, le 1er janvier 1950. Le général de Gaulle s'est rapproché dès 1958 de l'Allemagne fédérale, recevant le chancelier Adenauer dans sa propriété de Colombey. Il entend développer un axe franco-allemand fort. En revanche, le président français se montre réticent vis-à-vis de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le CEE, car il les considère comme le cheval de Troie des États-Unis. Toujours collés ensemble, ces deux-là. Oui, à d'autres. Néanmoins, le général de Gaulle, il est pas con. Les ricains, il peut pas les blairer. Mais il en a quand même besoin. Et puis, il n'a jamais failli à sa fidélité au bloc occidental. Et par exemple,
Lors de la crise de Cuba en 1962, il a été le premier à soutenir Kennedy contre Khrouchtchev. En 1965, l'élection présidentielle au suffrage universel direct est mise en pratique pour la première fois. Bon, au premier tour, il est en tête, mais bon, on sait jamais, hein. Il peut perdre à tout moment. À tout moment, il peut perdre. À tout moment. Mais De Gaulle est finalement élu au second tour face à Mitterrand avec 54,8% des voix. À la fin des années 60, la France bénéficie d'une forte croissance économique dans le contexte des 30 Glorieuses. Mais le pays s'ennuie, et les Français, ils sont chiants, les Français. Et puis ils sont râleurs aussi. Et puis voilà. Et les événements de mai 68 en sont le révélateur. La contestation commence dans les milieux étudiants à partir de mars 1968. Les syndicats et les partis politiques de gauche profitent de ce contexte agité pour lancer une grève générale qui sera suivie par les ouvriers. Cette grève générale paralyse le pouvoir pendant le mois de mai, provoquant une crise sévère qui ébranle le pouvoir. Ah bah oui, tu marches dans la rue, tu te prends un pavé dans la gueule, c'est pas amical tout ça, Non, c'est pas très amical. Pour le général, l'État doit rétablir l'ordre contre la chienlit, le désordre, la menace du totalitarisme. Les accords de Grenelle ne calment pas le jeu. Ah bah là ça devient chaud. Ah oui, c'est la merdouille, Ah bah si, il faut dire les mots, Alors là, le général, il se retrouve dans les cordes, Alors il va tenter un énorme coup de bluff. Voyant que son image de héros national est un peu écornée, il décide de disparaître de façon soudaine et inexpliquée, le 29 mai 1968, accentuant les doutes du pays. Où est passé le président ? Que fait-il ? L'a-t-on enlevé ? Toutes les questions se posent. En réalité, il s'est rendu à Baden-Baden rencontrer le général Massu. L'éloignement lui permet de prendre le recul nécessaire pour sortir de la crise. Dès son retour à Paris le 30 mai, son allocution radio-diffusée a le ton de la fermeté. Il serre la vis, le Charlot. Elle est suivie d'une immense manifestation organisée par les gaullistes sur les Champs-Élysées. De Gaulle dissout l'Assemblée nationale. La reprise du travail se fait progressivement, mais les relations entre De Gaulle et le peuple français ne seront plus jamais les mêmes. Le 27 avril 1968, De Gaulle soumet aux Français un projet sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Sa proposition est malheureusement rejetée par référendum par 52,4% des voix. Fidèle à sa promesse et respectueux du peuple souverain, De Gaulle démissionne. Un communiqué annonce « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. » Charles de Gaulle se retire à Colombey-les-Deux-Églises. Sa vie est dorénavant plus calme. Il profite de sa famille et écrit ses mémoires. On ne sait toujours pas s'il a joué au Molki. Non. Mais d'ailleurs, on ne sait toujours pas s'il connaissait. C'était peut-être pas inventé. On ne sait pas. Le mystère est toujours présent. Le 9 novembre 1970, le général, le président, l'homme qui a donné un second souffle à la France, décède. Conformément à son testament, De Gaulle ne reçoit pas de funérailles nationales. À Colombey-les-Deux-Églises, sa dépouille est transportée sur un engin blindé dans la petite église, en présence de sa famille, des compagnons de la Libération et des habitants de son village. Il est enterré au cimetière auprès de sa fille Anne, avec une simple inscription sur sa tombe, Charles de Gaulle, 1890-1970. Le 12 novembre, à Notre-Dame de Paris, a lieu une cérémonie officielle avec les autorités de l'État et les personnalités étrangères. C'est ainsi que se termine cette HDP en deux parties sur Charles de Gaulle, un homme exceptionnel qui a toujours réussi à anticiper le futur afin de pouvoir réagir de manière adéquate le jour J. Écoutez, si ça vous a plu, on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ainsi qu'à s'abonner à ma chaîne. Franchement, ça mange pas de pain. Vraiment, c'est très sympathique. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir.